Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, un peu plus d'un mois après le débat d'orientation des finances publiques, nous nous retrouvons donc pour examiner deux motions de censure d'un genre nouveau sur cette législature. Nous connaissions les motions de censure en réaction au 49.3 budgétaire, mais sans projet alternatif susceptible d'emporter la majorité. Nous connaissions aussi les motions de censure en réaction à la formation d'un nouveau gouvernement, mais sans bien sûr pouvoir en proposer un autre en remplacement. Aujourd'hui, nous découvrons la motion de chantage, une censure déposée en réaction à la non-présentation d'un projet de loi. Sur la forme, je m'interroge sur le sens et les effets de ce nouvel usage de la motion de censure. Doit-on s'attendre dans les mois à venir à ce qu'un chantage à la motion de censure soit enclenché chaque fois que le gouvernement ne dépose pas un projet de loi voulu par l'opposition? J'espère que non. Nous passerions alors plus de temps à examiner des motions de censure qu'à voter la loi. Chers collègues des deux extrêmes de l'hémicycle, vous aurez beau essayer de tordre les outils institutionnels dans tous les sens, vous ne pourrez jamais convaincre le gouvernement à déposer un projet de loi à moins de changer la Constitution. Et puis, chers collègues, notamment ceux des finances, alors que notre président de la Commission des finances, Éric Coquerel, annonce vouloir mettre en place les dialogues de l'Assemblée, initiative que je partage depuis le départ, la réponse est une motion de censure en guise de débat, pas très cohérent tout cela. Par contre, le programme du Rassemblement national, j'avoue, ne pas comprendre grand-chose à vos propositions en matière financière. Il faudra m'expliquer, mais il y a tellement d'incohérences qu'on a du mal souvent à vous suivre. La motion de censure est un outil essentiel pour le bon fonctionnement de notre démocratie. L'utiliser constamment à de telles fins politiques, que je qualifierais même de petite politique, c'est affaiblir son message et donc son rôle dans nos institutions. Sur le fond, la situation économique actuelle doit nous appeler à la plus grande prudence. L'année 2023 a été marquée par un environnement économique mondial peu porteur pour la croissance, entre tensions géopolitiques, ralentissement économique en Chine et politique de lutte contre l'inflation. Notre économie a bien résisté, avec une croissance solide, quand beaucoup de nos partenaires européens ont basculé dans la stagnation, voire la récession. Toutefois, ce contexte économique atone a entraîné une nette dégradation des recettes fiscales par rapport aux prévisions, avec les effets connus sur le déficit public. Une telle dégradation de contexte économique mondial nécessiterait de revoir à la baisse notre prévision de croissance pour 2024. Et nous ne sommes bien sûr pas les seuls à l'avoir fait en Europe. Notre principal partenaire, l'Allemagne, l'a fait dans des proportions plus grandes, en abaissant sa prévision de croissance de 1,3 à 0,2 quelques jours avant nous. La baisse de la croissance générant un effet ciseau classique, en responsabilité, il fallait rapidement réduire la voilure de la dépense publique, comme le permet la LOLF, pour ne pas risquer un déséquilibre accentué de nos finances publiques. Aujourd'hui, à mi-2024, et malgré certaines perspectives positives, plusieurs incertitudes héritées de l'année passée demeurent. D'une part, les tensions géopolitiques continuent de façonner notre environnement économique. À la poursuite de la guerre en Ukraine et au conflit en Proche-Orient et dans le golfe d'Aden, s'ajoute un nombre de scrutins électoraux cruciaux, dont celui du futur président des États-Unis en novembre. D'autre part, malgré un net recul de l'inflation, les politiques monétaires continuent de peser sur l'activité. Le consensus économique s'attend à ce que la Banque centrale européenne commence à baisser les taux directeurs d'ici quelques semaines. Cependant, personne n'est en mesure de dire aujourd'hui comment cet assouplissement impactera la vigueur de la reprise économique. Doit-on s'attendre à un regain rapide de l'activité économique? La réponse à cette question est cruciale pour la situation de nos finances publiques, mais nous ne la connaîtrons qu'à l'automne. Ce climat économique incertain doit nous pousser à prendre du temps pour comprendre en détail ce qui s'est exactement passé en 2023, avant d'agir à nouveau pour l'année 2024. C'est exactement ce à quoi nous nous employons actuellement en Commission des finances, avec le printemps de l'évaluation. Des travaux sont aussi en cours dans les deux assemblées pour déterminer les raisons pour lesquelles de tels écarts à la prévision ont été constatés en 2023. Aussi, pour comprendre quelles sont les dynamiques de la hausse de notre stock de dette. Laissons donc le temps aux députés et sénateurs en charge de ces travaux de présenter leurs conclusions, qui pourraient nous être utiles pour améliorer les dispositifs existants.
J'espère par exemple que nous pourrons disposer d'éléments de réponse précis sur la chute des recettes de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d'électricité, qui a fortement contribué à aggraver le déficit en 2023. Au-delà de ces incertitudes qui font partie intégrante de l'équation budgétaire, la décision de notation de l'agence Standard & Poor's d'abaisser la note souveraine de la France renforce chez nous une certitude. Le temps est venu de rétablir nos finances publiques. Oui, depuis 4 ans, cette majorité a mis en œuvre des mesures exceptionnelles pour protéger les Français et les entreprises dans les différentes crises, et nous l'assumons pleinement. Mais il est temps désormais de faire preuve de responsabilité budgétaire. Il n'y a tout simplement pas le choix si l'on veut préserver la souveraineté de notre pays et de continuer à investir dans l'avenir. Continuer sur la voie de l'endettement massif, c'est se rendre vulnérable au prochain choc économique à prévoir dans un monde toujours plus instable et fragmenté. Continuer à accumuler les déficits, c'est se priver des marges de manœuvre nécessaires pour envisager sereinement l'avenir. Chaque euro dépensé pour payer les intérêts de la dette est un euro en moins pour investir dans la transition écologique, la santé, l'éducation, la justice, la défense. Rétablir les finances publiques est cependant une tâche complexe. Il ne s'agit pas de basculer dans l'austérité, mais de trouver un juste équilibre entre discipline budgétaire, soutien à la croissance et lutte contre les inégalités. Pour trouver ce juste équilibre, 3 fils directeurs. La maîtrise des comptes publics passe par une réduction de la dépense, non pas par des coûts de rabot indifférenciés, mais en évaluant l'efficacité et l'efficience de l'ensemble de l'action publique. Qu'il s'agisse de schémas organisationnels dépassés, de dépenses fiscales inefficientes ou encore de politiques publiques qui ne remplissent pas leurs objectifs, nous devons avoir le courage de faire des choix clairs en conséquence. C'est avec cette méthode que nous pourrons maîtriser le niveau de la dépense publique tout en préservant l'activité économique. La maîtrise des comptes publics passe également par une croissance stable et durable. Pour cela, nous devons continuer d'appliquer la recette qui nous a permis en 7 ans de sortir de la fatalité du chômage, de rétablir notre activité financière et de réindustrialiser le pays. Les réformes structurelles qui contribuent à l'objectif de plein emploi, améliorent notre compétitivité et facilitent la vie des entreprises, doivent être poursuivies. Enfin, la maîtrise des comptes publics ne saurait se faire au détriment de la réduction des inégalités. Les députés démocrates sont particulièrement attachés à ce que les Français ne supportent pas le redressement de nos finances publiques à travers des hausses de prélèvements obligatoires. Les députés démocrates sont également attachés à ce que notre système fiscal dans son ensemble continue d'être réformé pour le rendre plus équitable et plus incitatif à l'investissement et à l'innovation. Dans ce sens, nous continuerons de soutenir une vision singulière de l'entreprise. Nous devons avantager les bénéfices utiles, ceux qui permettent d'investir dans l'avenir et de mieux partager la valeur, et de désavantager les bénéfices futiles, ceux qui enrichissent sans cause. Enfin, notre attention se porte au groupe démocrate sur celles et ceux qui travaillent, ces familles, toujours à la limite. Pour elles, nous devons continuer à tout faire pour que le travail paie mieux. Monsieur le Premier ministre, rétablir les finances publiques nécessite du courage politique et un engagement collectif de tous les instants. Le groupe démocrate vous fait confiance et vous apporte tout son soutien pour relever ce défi crucial. Pour vous y aider, vous trouverez des députés démocrates au travail qui ne manqueront pas de continuer à faire des propositions innovantes dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie.